Donc, aujourd'hui, nous allons parler avec Philippe. Je suis désolée, je te demande 1 milliard de fois à chaque fois ton nom de famille. Van Stenland. Van Stenland, c'est hyper compliqué. Donc, Philippe Van Stenland, qui est notaire à Vincennes et qui est également docteur en droit, va compléter les informations que je vais donner. Moi, je vais me contenter de parler des fondamentaux, des éléments qui sont réels quand on ne fait aucun aménagement. Et Philippe, après, nous donnera les solutions. Alors, à un moment donné de votre vie, vous avez décidé soit d'être célibataire, soit de vous marier, soit de vous paxer, de vivre en couple. Et la décision que vous avez prise à cet instant T de votre vie a des conséquences aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est important de revoir un petit peu les fondamentaux et de savoir ce que la loi dit à chaque fois, parce qu'on est assez mal informé de toutes ces informations. Alors, au début, certaines personnes auront choisi, par exemple, d'être concubins. Concubin, ça veut dire qu'on décide de vivre ensemble, mais qu'on ne lie notre union par aucun acte, quel qu'il soit. Donc, quand on est concubin, ça veut dire qu'on vit ensemble, mais que chaque élément que vous avez en propre vous appartient en propre, et qu'à aucun moment, cet élément que vous avez en propre, que ce soit un appartement, de l'argent ou quoi que ce soit, à aucun moment, ce bien en propre ne peut être donné ou transmissible à votre concubin, sauf à avoir la donation, si vous ne faites pas d'aménagement particulier, sauf quand on est avec un étranger, eh bien c'est tout simplement, on a le copain, notre meilleur ami le fisc, qui nous prend 60% de ce que vous voulez donner à votre concubin. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, il y a la possibilité de se paxer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se paxe ? Eh bien, ça veut dire qu'on donne une union officielle auprès d'une mairie de votre habitation et que vous décidez en commun de vivre avec le paxé, mais à nouveau, ça ne vous lie pas du tout financièrement parlant. Alors, vous avez quelques droits et obligations, vous avez le droit de partager le gîte, vous avez le droit de subvenir aux besoins de l'autre, mais en cas de divorce ou de décès, à aucun moment, les biens que vous avez acquis en propre ne peuvent être transmis à l'autre. Sauf aménagement, on verra ça plus tard avec Philippe. Toujours dans les fondamentaux, ensuite, on a parlé du concubinage, on a parlé du pax, et puis après, il y a le mariage. Donc, le mariage, il y a en fait 5 possibilités de se marier, enfin 5 aménagements possibles. On va en voir 3 parce que c'est les 3 les plus courants. Donc, il y a tout d'abord la communauté aux acquets, puis quand on fait un aménagement spécifique, il y a la possibilité d'avoir la communauté universelle, c'est assez rare, mais il y a quand même 2% de la population qui a opté pour ce système-là. Et puis, il y a, c'est très courant aussi, la séparation de biens. Donc, ça veut dire quoi en clair ? Si vous avez décidé de vous marier sans aucun contrat de mariage, donc il n'y a aucun aménagement supplémentaire, sauf le mariage fait à la mairie, et pourquoi pas dans un lieu religieux, mais ça n'impacte en rien le choix de votre union. Et donc, quand vous faites une communauté aux acquets, ça veut dire que tout ce que vous allez avoir en communauté ne sera que lorsque vous serez déjà marié. Tout ce que vous avez acquis avant le mariage vous appartiendra en propre. D'accord ? Donc, les seules choses qui sont en commun sont les éléments acquis durant le mariage. Ce qui a été fait avant, c'est à vous en perso. Alors, qu'est-ce qui appartient au couple, du coup ? Eh bien, vous avez les biens, donc, comme je viens de le dire, les biens acquis pendant le mariage. Vous avez également les revenus d'un bien propre. Par exemple, vous vous êtes marié avec une personne et vous aviez acheté auparavant une maison, admettons, à 500 000 €. Et elle vous appartient en propre, on est d'accord. Vous avez décidé de vivre avec votre conjoint, donc vous habitez dans un autre lieu de votre résidence principale. Et ce bien que vous avez acquis auparavant, vous décidez de le louer, par exemple. Donc, les revenus qui sont afférents à ce bien rentrent dans la communauté, même si le bien vous appartient en propre.
Vous avez également tous les biens qui sont d'origine inconnue. Par exemple, cette fameuse maison que vous avez achetée quand vous étiez jeune à hauteur de 500 000 euros parce que vous aviez des parents qui vous ont fait une donation, ou qu'importe, vous décidez à un moment donné de vendre cette maison parce que vous vous dites j'ai besoin d'un apport pour acheter une résidence principale avec mon conjoint, la personne avec laquelle je me suis mariée. Donc vous vendez la maison, vous le mettez sur un compte courant, admettons, hop, vous réallouez ce financement, vous le réallouez dans votre résidence principale, et pof, au bout d'un moment, vous décidez de divorcer. Eh bien, si vous n'avez pas tracé votre bien propre, ça rentrera dans la communauté. Alors, vous décidez de divorcer, et puis l'élément un petit peu plus gênant, votre conjoint décède, ou vous décédez. Vous décédez, eh bien, votre conjoint survivant ne peut pas tracer votre bien, donc ça appartiendra à vous. D'accord? C'est clair? Vous me dites si c'est pas clair. Et puis les salaires, évidemment, les salaires. Donc imaginons, monsieur gagne 10 000 euros, madame gagne 2 000 euros. Eh bien, quand on n'a pas fait de contrat de mariage, les salaires sont dans un pot commun. Donc, intellectuellement, l'un et l'autre gagnent 6 000 euros chacun. Vous avez ensuite le régime de la séparation de biens. Alors là, c'est très clair, hein, tout est séparé. C'est-à-dire que quel que soit l'élément que vous ayez avant ou après le mariage, à partir du moment où c'est vous qui l'achetez, c'est séparé. Même les livrets A, les comptes, tout est en séparation. D'accord ? Communauté universelle, donc vous décidez au bout d'un certain nombre d'années de vouloir favoriser votre conjoint plutôt que les enfants, plutôt que tout ce que vous avez pu acquérir en propre auparavant, et vous avez la possibilité d'aller chez votre très cher notaire et de demander une clause, enfin un changement de contrat tout simplement pour être en communauté universelle. Alors toujours si on ne prépare rien, il faut savoir qu'en cas de décès, parce que je suis désolée de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais ça va nous arriver à tous à un moment donné, et c'est la raison pour laquelle il faut préparer un tant soit peu, parce que admettons, petit bonhomme noir, il est mort, et donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien préparé ? Donc, si on a des enfants, c'est directement les enfants. Si on n'a pas des enfants, vous voyez, c'est le deuxième ordre, donc père, mère, etc., frère, sœur. Et puis, au fur et à mesure, il y a d'autres ordres, et vous ne pouvez pas y déroger. C'est comme ça, un point, c'est tout. De la même manière, si vous décidez si vous auriez aimé, par exemple, faire bénéficier de vos acquis à votre petit-fils plutôt qu'à votre enfant, eh bien vous n'avez pas le droit. Il faut le spécifier avant parce que la loi est intransigeante, c'est marqué comme ça et pas autrement. Donc c'est la raison pour laquelle c'est quand même très important d'anticiper et de prévoir. Alors maintenant je vais vous donner quelques petites infos clés. Vous avez le droit de donner en ligne directe à vos enfants 100 000 euros tous les 15 ans. Donc si vous êtes un couple, vous avez le droit à chacun 100 000 euros. Donc vous avez 200 000 euros pour le couple à donner à votre enfant. Si vous avez 3 enfants, du coup, 200 000 euros par enfant que vous pouvez donner tous les 15 ans à vos enfants. Alors évidemment, on n'a peut-être pas dans sa poche 600 000 euros si on a 3 enfants. Mais là aussi, il y a des possibilités de faire des donations, mais on verra ça juste après. Si jamais vous ne donnez pas tous les 15 ans à vos enfants, au moment de votre décès, vous aurez la possibilité de récupérer ces fameux 100 000 par personne en donation, donc déductible de tout ce qui est donné au fisc. Vous avez également... Ah oui, barème de succession. Admettons, là, nous sommes à Vincennes et les résidences coûtent, on va dire, entre 500 000 et 900 000. Sachez que si jamais vous ne faites rien et que vous décédez en pleine propriété, vos enfants, vos ayants droit, auront entre 30, 40, 45% d'imposition à donner à l'État. C'est la raison pour laquelle c'est quand même un petit peu important de prévoir. Ensuite, il y a des fondamentaux à connaître. Si jamais vous êtes marié et vous avez des enfants d'un même lit, la règle, c'est on donne à son survivant soit un quart en pleine propriété de sa... Par exemple, vous avez une résidence principale, je vais vous montrer juste après un slide un peu plus clair. Donc vous donnez soit un quart en pleine propriété, soit 100% de l'usufruit. Si jamais il y a des enfants d'un lit précédent, auquel cas l'épouse... je fais toujours mourir le mec, moi. Donc,
le survivant n'aura le droit qu'à un quart en pleine propriété. Donc ça veut dire qu'il sera de toute façon en indivision avec potentiellement l'enfant du premier lit, et donc s'il est mineur, potentiellement l'épouse du premier lit, et donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un petit peu anticiper. Oui, donc après, il y a des clauses réservataires. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de dire je donne tout mon patrimoine à Micheline, parce que vous n'avez pas le droit. L'obligation est de donner à ses enfants, au moins, si vous avez un seul enfant, au moins 50% de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, les 2 tiers, etc. Et puis après, il y a ce qui s'appelle une réserve, une quotité disponible, et donc cette fameuse quotité disponible, c'est seulement sur cette partie-là que vous pouvez redistribuer à d'autres personnes. Vous vous souvenez, on parle souvent d'assurance vie, et je dis qui vous voulez mettre en bénéficiaire, merci. Donc, si vous avez par exemple d'autres propriétés ou d'autres assurances vie, vous pouvez mettre les réserves pour vos enfants, par exemple, et après, les quotités disponibles, mettre d'autres personnes, si vous avez des neveux, des nièces, etc., à faire bénéficier. Voilà ma petite maison. Alors, ma petite maison, elle se divise, comme vous voyez, en 3 parties. Donc, quand on a une maison, on est à la fois, quand on est propriétaire de son propre logement, on est à la fois nu propriétaire et usufruitier. Ça veut dire qu'on est en pleine propriété. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si je reprends la slide de tout à l'heure, un quart en pleine propriété, ça veut dire que vous avez un quart non seulement en nu propriétaire, mais en plus en usufruitier. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez la propriété sans en avoir la jouissance. Vous n'êtes pas propriétaire, mais vous en avez la jouissance, donc soit la possibilité de le louer, soit la possibilité d'y habiter, et la totalité donne la pleine propriété. Vous avez la possibilité de votre vivant de faire des donations. Quand on fait une donation à son enfant, par exemple, on lui donne la nue propriété, et de ce fait, vous gardez l'usage, l'usufruit et le droit d'y habiter et le droit de louer. D'accord ? Vous pouvez faire ça également. Bonjour. Vous pouvez faire ça également lorsque vous faites des testaments, avec Philippe toujours, et donner l'usage du bien que lorsque vous seriez décédé, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est des aménagements que vous faites avec Philippe. Alors là, je vous donne un exemple de travail qu'on a fait avec un couple de clients. Et donc, il me disait, monsieur, en fait, il a acheté sa résidence principale avant notre mariage, donc c'est lui qui est en pleine propriété. Mais ça, en fait, on n'y a pas forcément conscience quand on ne couche pas sur le papier. Et qu'est-ce qui a été acquis après? Donc voilà, il y a quelques éléments. L'idée n'étant pas de vous faire un tableau précis de ce couple-là, mais de vous montrer que là, en l'occurrence, quand on a fait le travail en disant si jamais monsieur décédait, qu'est-ce qui se passerait pour madame? Eh bien, madame, si elle choisit l'option à 100% de l'usufruit des biens de monsieur, eh bien, ça donnerait aux enfants à payer au fisc chacun 25 000 €. Donc évidemment, chaque cas est personnel et c'est une étude précise. Mais donc du coup, là, c'est s'ils ne font rien. De la même manière, si madame choisit un quart en pleine propriété, donc vous vous souvenez, elle n'a pas l'usage, mais elle a la pleine propriété d'un quart de la propriété de monsieur, eh bien, les enfants auraient chacun près de 50 000 € à payer à l'État. D'accord ? Et si vous donnez de votre vivant, il faut savoir que là aussi, il y a des règles. Et les règles sont, si vous donnez, quand vous êtes dans la tranche d'âge de 50 ans, l'usufruit, si vous donnez l'usufruit à votre enfant, ça vaut 50% de la valeur du bien. Donc, et plus vous avancez en âge, plus les frais dits de notaire, mais qui vont surtout à l'État, sont élevés. Donc, du coup, préparer sa succession le plus jeune possible, ça vous coûtera le moins cher. Si vous le faites quand vous avez 30 ans, forcément, la valeur de la donation ne vaudra que 30%, etc.
Donc pour finir, vous avez les 5 régimes matrimoniaux plus le Pacs et le concubinage dont on a parlé. Et à chaque fois, vous avez la possibilité de faire des aménagements. Si par exemple vous avez choisi d'être en séparation de biens, on est d'accord, on l'a vu tout à l'heure, séparation de biens, ça veut dire que chacun a sa quote-part et on ne partage pas. Mais vous dites finalement, cette maison-là, dans la Creuse, où madame aime bien aller, j'aimerais bien lui donner. Donc là, ça s'appelle une clause de préciput. Les notaires ont des mots un petit peu savants. Et donc du coup, vous faites une clause particulière en disant, voilà, ce bien-là, je veux qu'il revienne à madame, mais pas le reste. A l'inverse, si vous êtes en communauté universelle, vous lui donnez tout, mais vous dites, ah mais non, mais ce bien-là, quand même, j'ai pas envie de lui donner parce que je préfère le donner à mon fils, à ma cousine, à qui sais-je. Et là, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, Philippe, une clause alsacienne. Non, c'est pas ça ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bon, enfin, vous irez le voir. Et donc, du coup, chaque élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, où vous vous êtes dit, mince alors, l'État va prendre quand même une quote-part assez importante, eh bien, il y a des solutions. Et ces solutions-là, il faut les préparer. J'ai terminé. C'est l'heure de la pub. Donc, comme vous savez, hormis les études de patrimoine, je fais aussi bien la prévoyance, la santé, les habitations et consorts. Donc là, vous venez de voir les principales règles, d'aménagement des régimes matrimoniaux, les différentes règles qui vous permettent d'anticiper la transmission. Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir quelles pourraient être les stratégies pour optimiser la transmission au profit généralement des enfants, mais pas forcément que des enfants, mais en général, c'est au profit de ces enfants. Les outils principaux en matière de gestion de patrimoine, il s'agit du démembrement que vous avez vu tout à l'heure, le démembrement de propriété, usufruit nu propriété. Il s'agit de la société, une société, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, et enfin de l'assurance vie. C'est les 3 principaux outils. Alors après, il y a d'autres outils, mais les 3 principaux, ce sont démembrement, société et assurance vie. Quand on a un immobilier de rapport, alors je rappelle, il y a 2 types d'immobilier. Quand on a un produit de rapport, donc un bien qu'on donne en location, ou lorsqu'on a un bien de jouissance, ce n'est pas forcément la même stratégie. Quand on a un produit de rapport, il faut savoir est-ce qu'il vaut mieux acheter en direct ou est-ce qu'il vaut mieux acheter via une société, toujours dans l'optique de la transmission au profit de ses enfants. Alors une fois qu'on a décidé de savoir s'il fallait acheter via une structure sociétaire, est-ce qu'il faut la soumettre au régime de l'impôt sur les sociétés, au régime de l'impôt sur le revenu, quelle fiscalité choisir, quelle forme sociale choisir. Je vous propose alors un plan qui sera d'abord les intérêts juridiques et fiscaux du recours à la société, et puis ensuite on verra quelle fiscalité choisir. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, mais de vous donner les principaux réflexes à avoir. Quand on achète le bien directement et qu'on souhaite le transmettre à ses enfants, la difficulté est la suivante, c'est qu'on est soumis au régime de l'indivision, que vous connaissez sans doute, qui est un régime qui est assez rigide, notamment lorsqu'on veut vendre. Il faut l'accord au moins d'un certain nombre de personnes dans l'indivision, ça peut être compliqué. Et en plus, il faut saisir le juge en cas de désaccord. Lorsqu'on est en société, là, c'est différent puisque on va être soumis au régime prévu par les statuts. Et les statuts, s'ils sont rédigés correctement, vont vous permettre, au gérant en tout cas, de vendre. Bon, celui-ci, je vais le retirer. Ça va être plus simple. Voilà. Donc, il vous permet de vendre si vous souhaitez vendre avec des statuts clairement rédigés. Ce qu'on ne pouvait pas faire en indivision, on peut le faire grâce à la société. Alors, c'est au moment où on achète un bien locatif, via une structure de société, qu'il faut donner. Plus on attend, plus la société prend de la valeur. En effet, quand on achète un bien via une société, on a au début, par exemple, on fait une société avec un capital de 1 000 € et on achète un bien qui vaut 500 000 €, par exemple. Donc ma société a bien acheté un bien qui vaut 500 000 €. Est-ce que ma société vaut au départ 500 000 €? Pourquoi non? Parce qu'il y a un prêt, soit auprès d'une banque, soit auprès d'un associé, qu'on appelle du compte courant d'associé. Donc du coup, ma société, elle vaut, à l'actif, j'ai 500 000 de biens immobiliers, au passif, j'ai un compte courant ou un prêt banque
de 500 000, donc ma société, elle vaut 1000. Et c'est là qu'il faut transmettre le plus vite possible, en fait. Parce que plus on attend, plus il y a des loyers qui entrent, plus les loyers qui entrent remboursent le crédit, donc mon passif diminue, et en parallèle, mon actif peut augmenter. Avec le temps, l'immobilier a tendance à augmenter. Donc il faut le faire le plus tôt possible. Avec un bien immobilier en direct, je n'ai pas cet avantage-là. Mon bien, il vaut 500 000 brut, le crédit, je l'ai contracté moi-même. Si je donne un bien immobilier, je suis taxé sur 500 000. Alors, quels sont les intérêts juridiques dans le cadre d'une donation, de passer par une société? La première, c'est qu'il y a des avantages pour les parents et après, il y a des avantages pour les enfants. Pourquoi des avantages pour les parents? En général, ce qui empêche les parents de transmettre leurs biens à leurs enfants, c'est qu'ils ont peur, et on peut le comprendre, de conflits ultérieurs avec les enfants. Plus on donne tôt, mieux c'est, dans l'optique d'optimiser la transmission, mais plus on donne tôt, plus on a de risques potentiels de conflits avec les enfants. On peut donner à des enfants mineurs sans problème, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. S'ils se marient, on peut avoir moi je le vois bien au quotidien, on peut avoir des difficultés qui naissent avec les enfants, voire les conjoints des enfants, etc. Et là, le problème, c'est que quand j'ai acheté en direct, il faut leur accord pour vendre. Pour toutes les décisions graves, il va falloir l'accord des enfants devenus alors nus propriétaires, puisque j'aurais donné la nue propriété. En société, on peut éviter tout ça. Avec des statuts qui sont rédigés avec soin, on va pouvoir permettre aux parents de conserver le pouvoir de disposition via une gestion, donc faire en sorte qu'ils soient gérants et gérants inamovibles. On va leur laisser le pouvoir politique, c'est-à-dire que s'il faut voter dans la société, c'est eux qui voteront, et non pas les enfants. Et enfin, financer, s'il y a des revenus à distribuer, c'est eux qui percevront les revenus. Et donc, via la société, en réalité, c'est comme si on donnait sans donner. En fait, les parents gardent le pouvoir, le contrôle sur la société. Alors, certains me disent, oui, mais alors une société, ils ont l'impression que c'est une multinationale. Non, une société, c'est très simple de fonctionnement. Ça vous prend, en tout cas, une société, quand elle n'est pas à l'impôt sur les sociétés, ce qu'on verra après, une société à l'impôt sur le revenu, même pour un bien de jouissance, la résidence principale, la résidence secondaire, c'est très simple d'utilisation, ça vous prend une demi-heure par an. Voilà, vous prenez une demi-heure dans l'année, vous dupliquez vos documents, vous mettez 3 infos dessus et c'est réglé. Et c'est même pas obligatoire, mais il faut le faire pour vous protéger. Et ça, si jamais vous êtes amené à en faire une, je vous expliquerai pourquoi. Alors ensuite, quels sont les intérêts pour les enfants de passer par une société? Eh bien, je vais vous expliquer que est-ce que vous savez ce que c'est qu'une donation-partage? Oui? Bon, alors pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 types de donations. Il y a les donations simples et il y a les donations-partage. Les donations simples, on va apprécier dans le cadre de la succession ce que chacun a reçu au moment du décès. D'accord? Par contre, dans une donation-partage, on va apprécier ce que chacun a reçu, non pas au moment du décès, mais au moment de la donation. Par exemple, j'ai 2 enfants, un parent. On donne 100 000 aux 2. Si je donne 100 000 à chacun des enfants via une donation simple, chacun une donation simple, on va apprécier ce qu'ils ont reçu au moment du décès. Combien ils ont reçu? Non, on ne sait pas. Ça va dépendre de comment ils ont investi. Voilà. Et supposons qu'il y en ait un qui a investi dans un bien et le bien vaut 300. Et l'autre, il a gardé 100 000 sur son compte, il n'a pas fait fructifier, compte à terme 100 000. Eh bien, on va considérer que l'un a reçu 300 et l'autre 100. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Ça, c'est à vous d'en décider. Mais généralement, les parents préfèrent faire une donation partage. Comme ça, chacun reçoit 100 000 des 2 côtés, peu importe ce qu'ils font après. On apprécie cette fois non pas au moment du décès, mais au moment de la donation. Chacun a bien 100 000. D'accord? Alors, quand on donne un bien immobilier, en direct, en donation-partage à mes 2 enfants. Cette fois, je ne donne pas 100 000 et 100 000, je donne un bien immobilier. Est-ce que je peux faire une donation-partage? Non. Pourquoi? Parce que chacun va se retrouver en indivision. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 50% chacun indivis sur le bien en nue propriété. Et donc, je ne peux pas faire de donation-partage. D'accord? Et donc, le problème que je vous ai indiqué, on va devoir apprécier ce qu'ils ont reçu au moment du décès. Et si on revend le bien, qu'on récupère de l'argent et on retrouve le même problème avec l'investissement, il peut y avoir un déséquilibre. Donc, si je passe par une société, cette fois, je donne à chacun 50%, non pas indivis sur le bien, mais 50% départ, 1 à 10 et 11 à 20. Là, c'est bien départ divise. Et donc, je peux faire cette donation-partage. Donc, vous comprenez là encore l'intérêt pour les enfants. Donc, c'est bénéfique pour les parents,
pouvoir, bénéfique pour les enfants, on évite les conflits ultérieurs. Alors, quels sont les intérêts fiscaux? Donc ça, j'ai un peu anticipé tout à l'heure, je vous ai expliqué, les intérêts fiscaux, c'est que l'assiette de ma donation, elle est résiduelle quand j'achète un bien au départ, en tout cas un bien de rendement. J'ai 500 à l'actif, 500 au passif, donc je donne que le capital social, qui peut même être de 1 euro en réalité, suivant ce que je veux. Généralement, on met 1000 pour avoir un maximum de parts, mais c'est rien, 1000 euros, c'est vraiment, il n'y a pas d'impôt dessus. D'accord? Et c'est l'emprunt, enfin c'est les loyers qui vont venir rembourser l'emprunt. Et donc au fur et à mesure, mes loyers remboursent l'emprunt, j'ai transmis sur une base quasiment zéro, et à la fin je me retrouve avec un bien, une société, donc le bien totalement donné aux enfants, sans impôt ni au début ni à la fin. Parce que ce qui est important, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais quand on donne en nue propriété, ça veut dire que les parents gardent l'usufruit, et l'usufruit il est viager. Il s'éteint donc au décès des parents. Et la spécificité du droit français, c'est que lorsque l'usufruit s'éteint, le nu propriétaire retrouve la pleine propriété sans impôt. Donc je n'ai pas d'impôt au moment où je donne, puisque c'est sur une assiette résiduelle, et je n'ai pas d'impôt au moment du décès, puisque l'usufruit s'éteint, et je n'ai pas d'impôt. Alors, si j'ai remboursé complètement le crédit, là vous allez me dire qu'est-ce que je fais des loyers, puisque j'ai plus d'emprunt à payer. Eh bien, si je suis en direct, c'est-à-dire j'ai donné le bien directement, qui perçoit les loyers? Non. Qui perçoit les loyers? On vous a expliqué tout à l'heure, usufruit, c'est les parents. D'accord? Et je n'ai pas le choix. Je suis usufruitier, je perçois les loyers. Par contre, si je suis en société, qui perçoit les loyers? La société. Et donc, qui décide? Qui peut décider de distribuer les loyers? Non. Les parents. Tout à l'heure, je vous avais dit, droit politique qu'on laisse aux parents. Donc les parents peuvent décider de le distribuer. Mais ils peuvent aussi faire quoi? Décider de ne pas les distribuer. Et donc, ils vont rester dans la société. C'est ce qu'on appelle les mettre en réserve. Et tout ce que je laisse en réserve, c'est autant qui va être transmis aux enfants, également sans impôt. Donc, j'ai transmis le bien et tous les loyers futurs que j'aurais décidé de laisser si j'en ai pas besoin. Je peux décider d'en sortir une partie pour vivre, complément de retraite par exemple, mais je peux aussi décider de laisser un maximum dans la société. J'ai transmis le bien et les loyers, ce que je ne peux pas faire quand je donne directement le bien immobilier. Autre avantage, si j'ai un bien de jouissance, dans une résidence principale, résidence secondaire, là, je n'ai pas le problème du prêt, d'accord, puisque je ne vais pas pouvoir rembourser le prêt. Donc, je vais avoir une assiette, cette fois, qui va être importante, parce que quand je vais donner le bien immobilier, soit j'ai un capital de 500 000 dans mon exemple, puisque j'ai mis au capital 500 000, soit j'ai fait un crédit, et pour rembourser le crédit, qui va rembourser? C'est les parents, donc ils vont injecter, et c'est ce qu'on appelle, si vous savez, du compte courant d'associé. C'est-à-dire que c'est une créance des parents contre la société, et cette créance se retrouve dans la succession. Donc il va falloir donner la créance et la société. Donc là, j'ai une assiette importante, mais malgré tout, c'est plus intéressant que donner le bien immobilier directement, parce que je n'ai pas de taxe de publicité foncière et je n'ai pas de contribution de sécurité immobilière. Donc j'économise 0,715 sur la valeur de l'actif immobilier. Donc ça reste quand même intéressant, sans compter que je conserve mes pouvoirs, et aussi je peux faire une donation partage. Donc on voit bien l'intérêt de la société. Alors la question qui peut se poser, je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent la location meublée. Oui? Bon. Vous avez un peu suivi d'ailleurs l'évolution là-dessus, j'imagine. Alors, quand je fais de la location meublée, là, la société, elle est non seulement intéressante, mais elle est même indispensable. Si j'ai un bien loué en meublé, alors, il y a deux types de régimes quand on est loueur en meublé. Pour ceux qui font, j'imagine que vous savez, il y a le micro BIC et il y a le régime réel. D'accord? Est-ce que certains sont au régime réel? Bon. Alors, quand vous êtes au régime réel, vous pratiquez ce qu'on appelle des amortissements. C'est-à-dire que vous prenez votre bien, vous prenez une certaine valeur de votre bien, on ne peut pas tout prendre, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous prenez votre bien, on va simplifier les choses, vous le divisez, vous le sectionnez en 28 ou 25 ans, et cette portion, ça s'appelle une charge. C'est une charge que vous allez imputer sur vos loyers. Et donc, si le schéma est bien fait, vous payez 0 en fait sur vos loyers. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout d'impôt sur les loyers, grâce à la location meublée. Bon. Avec un schéma bien travaillé, un projet qui a été étudié. OK. Le problème, c'est que si je donne la nue propriété de ce bien, qu'est-ce qui me reste? L'usufruit. Donc qu'est-ce que je peux amortir?
ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? L'usufruit. Donc, là où au début, je pouvais amortir 100% de mon bien, à la fin, je peux amortir plus que l'usufruit. Et du coup, j'ai perdu une partie de mes amortissements. Et donc là où je n'étais pas taxé avant ma donation, je peux le devenir après. Si je passe par une société, le problème, il n'existe plus. Parce que qui est propriétaire? C'est la société et elle détient bien 100% du bien. Par contre, les parents, eux, qu'est-ce qu'ils ont? L'usufruit non plus du bien, mais de la société, qui, elle, continue d'amortir à 100%. Donc via la location meublée, une société, c'est quand on veut anticiper la transmission, c'est indispensable. Voilà, alors une fois qu'on a vu clairement... Alors attention, il y a certains cas de figure où la société n'est pas nécessaire. Là, je vous parle des intérêts de faire une société. Il peut y avoir des cas où on vient me dire « Oui, alors j'ai vu qu'il fallait faire une SCI, on m'a dit, j'ai des copains... » Non, il faut étudier au cas par cas. Mais dans la majorité des cas, une structure sociétaire peut répondre à de nombreuses difficultés. Alors une fois qu'on a dit ça, quel régime fiscal choisir? Vous avez deux types en société de régimes fiscaux. Vous avez l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Quand on n'est pas à l'impôt sur les sociétés, quand on est à l'impôt sur les revenus, là, la fiscalité va être importante pendant la détention, puisque vous allez avoir des revenus fonciers. Et quand on a des revenus fonciers, ils sont taxés à votre taux marginal d'imposition. Donc aujourd'hui, sur votre déclaration d'impôt, on indique à la fin votre taux marginal d'imposition. Si vous êtes à 30, 41, 45, les loyers que vous percevez vont être taxés à 30, 41, 45. Il y a quelque chose? Je sais pas, il est fâché parce que tu prends pas le micro. Ah, bon. Mais il m'entend quand même. Bon, ça va. J'ai pas compris là, sur la partie de ce qui va être taxé. Parce que les loyers sont taxés lorsque vous avez une société. Oui. D'accord. Mais c'est la société qui paye les... Alors, oui, mais comme on n'est pas à l'impôt sur les sociétés, pour taxer les loyers, il va falloir que vous les déclariez sur votre déclaration d'impôt. Il y a une déclaration spécifique, mais c'est taxé suivant votre régime fiscal. Voilà. Et votre taux marginal d'imposition, si c'est 30, tous vos loyers, vous les taxez à 30. Plus les prélèvements sociaux de 17,2. D'accord? Si je suis à l'IS, je n'ai pas ce problème-là. Si je suis à l'IS... Allez, continue, c'est pour le cocktail d'après. Ah, d'accord. Si je suis à l'impôt sur les sociétés, je retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la location meublée, la pratique des amortissements. Et donc théoriquement, je peux ne pas avoir de fiscalité. Par contre, quand je suis à l'IR, à la revente, quand je détiens un bien depuis plus de 30 ans, même si c'est en société, qui n'est pas à l'IS, je suis exonéré d'impôt sur la plus-value. Alors que quand je suis à l'impôt sur les sociétés, quand je revends, eh bien, je vais avoir la plus-value sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession, mais aussi tous les amortissements pratiqués. Ça veut dire que si j'ai un bien que j'ai totalement amorti, que j'ai acheté 1000, je l'ai totalement amorti, je le revends 3000, ma plus-value, elle est de 3000. Parce que c'est 3000 moins 1000, mais les 1000, je les ai amortis, donc c'est plus 1000. Donc ça fait 3000. Donc tout ce que j'ai gagné pendant, je le paye à la sortie. Et si j'en investis entre-temps avec les... Ah non, mais du coup, c'est dans la société. Mais vous êtes taxé jusqu'à 42 500 à 15% et au-delà 25%. Donc ça reste toujours plus intéressant que mon TMI qui peut être jusqu'à 45, plus éventuellement les 17,2. Bon, après, il n'y a pas de règle universelle, c'est du cas par cas. Il faut regarder un peu ce qu'on fait. Mais effectivement, si vous revendez, ça reste dans la société. Après, vous pouvez faire autre chose que de l'immobilier. Vous pouvez faire des placements financiers, par exemple. Ne pas sortir l'argent pour éviter de payer à nouveau la flat tax quand vous le sortez. Et puis, vous investissez dans des produits financiers que Caroline pourra utilement, par exemple, vous conseiller. Alors, donc ça, c'est ce que je vous explique sur le choix en fonction. Ça, je vous ai expliqué. Ça, c'est les exemples pour le bien amorti. Donc, 1800, 2000. Si j'ai tout amorti, ça fait 2000 moins 1000 plus 800. La plus-value, elle est de 1800. J'ai vu un 22 ans passé là, sur le slide d'avant. Oui, parce que, oui. Alors, en fait, la plus-value, quand on n'est pas à l'impôt sur les sociétés, on est exonéré d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans. D'accord? Donc là, il n'y a plus d'impôt sur la plus-value. Par contre, vous avez toujours les prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux sont, eux, totalement exonérés au bout de 30 ans. D'accord? Mais globalement, quand on n'est pas à l'IS, c'est intéressant au bout de 30 ans. Quand on est... mais par contre, on paye un max d'impôt potentiellement. Ça dépend à quelle tranche marginale on est. Si on est à 11%, bon, c'est peut-être plus intéressant de ne pas être à l'IS.
Ça dépend des cas de figure. Je vous en prie. Voilà, donc pour conclure, la structure sociétaire est particulièrement intéressante dans un certain nombre d'hypothèses. Il n'y a pas de règle générale sur la forme de la société, ni sur le régime fiscal. Comme on vient de voir, ça dépend, c'est du cas par cas. Mais ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que quand on transmet une coquille aux enfants, on peut mettre un max de choses dedans. Si on perçoit des revenus, on peut les laisser dedans. On peut faire des placements financiers, on peut faire une société qui a un objet social très large. Et du coup, vous transmettez cette coquille, elle gonfle, et c'est toute cette coquille qui sera exonérée de droits de succession.